J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir ebongi tosala ebongi tosala. Mesdames et messieurs et chers contribuables, nous sommes au centre financier de Kinshasa pour participer à la première congrès organisée par l'Ordre national des experts comptables. Et nous allons accompagner la direction générale des impôts, qui est un partenaire d'État de ce congrès, qui est la première en République démocratique du Congo, avec beaucoup de thématiques que les experts comptables vont passer au pays. Et la direction générale des impôts, représentée par le directeur des communications, M. Ngoma Mavungu, qui a valablement ou qui va valablement représenter les DG des impôts, M. Barnabé Mwakali Mwamba Empêché, va passer en revue la réforme consacrée sur la mise en place de la facture normalisée en République démocratique du Congo, une réforme qui va pousser les recettes de la direction générale des impôts avec la captation en temps réel de la taxe sur la valeur ajoutée. Aujourd'hui, c'est le premier jour et nous allons suivre l'intervention de la DGI avec les autres panélistes et nous allons nous retrouver tout juste après avec les commentaires. Restez branchés, restez tout simplement fidèles à votre magazine fiscal, les contribuables s'interrogent. Congo, bokomona pamba, lobi, bokolula yango. Congo ya Afrika, Congo, boka ya kitoko. Congo ya batu mayele, Congo, bakobikisa yo. Ça devait être l'impôt par excellence sur lequel le pays devait s'appuyer pour son développement. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était la déception. La déception parce que la TVA n'est pas au rendez-vous. Quand nous l'avons introduit en 2012, les gens avaient une peur bleue de la TVA. Mais après, ils avaient compris que c'était l'impôt qui pouvait de développer leur entreprise. Au lieu que l'État se développe, mais de développer l'entreprise. Alors, la TVA, c'est un impôt qui a beaucoup de tentations parce que ça génère énormément de liquidités. Et ces liquidités-là font que si la surveillance n'est pas au rendez-vous, l'entreprise fait main basse sur ses ressources pour son propre financement. Au lieu de recourir à la banque, il recourt à la TVA. C'est ça en fait qu'on a constaté. Et puis la TVA, c'est un impôt aussi très tentant pour la concurrence. Parce que souvent la société s'en sert pour faire une concurrence déloyale. À côté des autres qui facturent la TVA, si on a l'occasion de ne pas facturer, on ne facture pas pour mieux affronter les nations. Et même on demande aux clients
s'ils veulent une facture avec TVA ou pas, pour mieux écouler les produits et services. Donc, il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne la TVA. Et la TVA, c'est un peu comme un cancer qui parasite aussi les autres impôts. Parce que si on la fraude, il y a des répercussions aussi en matière de l'impôt sur les bénéfices. Donc les deux vont ensemble. Cela veut dire que quand le diagnostic de la TVA est mauvais, c'est l'ensemble du dispositif de mobilisation des recettes qui est malade. Et présentement, c'est le cas où nous nous trouvons. La TVA est malade, la mobilisation des recettes est malade. Et nous avons un peu de chance, nous bénéficions de l'économie des rentes avec les minéraux. Quand elles se comportent très bien, nous avons des recettes. Mais s'il n'y avait pas de minéraux, notre situation aurait été vraiment déplorable. Parce que la TVA ne donne pas, disons que, les rendements qu'on attend. Donc, si le système fiscal est bon, la TVA, c'est l'impôt qui procure le plus de recettes. Mais nous, c'est l'inverse. C'est l'IBP des miniers qui procure le plus de recettes. C'est pourquoi nous voulons inverser la tendance. Et parmi les mécanismes que le gouvernement a proposés, c'est notamment la facture normalisée. Ça devait nous permettre de lutter contre la fraude. Ça, c'est le premier objectif, parce que je viens de vous dire que c'est un impôt qui est propice à la fraude. Et puis, d'élargir l'assiette fiscale. Parce que, avec l'économie informelle qui viendra au formel, il y aura de plus en plus de contribuables qui vont répondre. Alors, jusque-là, la TVA, c'est l'affaire des grands assujettis. Les entreprises moyennes, le rendement est vraiment nul. Les petites entreprises n'en parlons pas. Nous sommes en train de les amener à être fiscalisées. Donc, bref, pour la TVA, c'est un défi que l'administration doit lever, c'est le défi de collecte des informations. Parce qu'il y a plusieurs millions de transactions qui se passent au sein des entreprises. Pour vous en convaincre, allez seulement dans un supermarché, vous allez voir qu'à chaque minute, il y a des ventes. Et chaque fois qu'il y a vente, il y a TVA. Et il y a combien de transactions? Et comment l'administration doit-elle surveiller ces transactions? Parce que ce sont des transactions qui se renouvellent en tout instant. Dans les magasins, dans les garages, dans les, je ne sais pas, dans les sociétés de télécommunications, c'est chaque minute qu'il y a une transaction de TVA. Donc pour l'administration, c'est un problème de maîtriser l'ensemble de ces informations. Alors, une administration qui ne maîtrise pas l'information en matière de la TVA, en tout cas, il ne peut pas être à mesure de lever les défis de la TVA. Donc on nous dit qu'il y a beaucoup de recettes, mais de l'autre côté, il y a un pendant qui veut que l'administration ait d'abord l'information et maîtrise cette information. Et cette information, comment nous l'avons? Souvent nous avons des déclarations, mais l'information que nous pouvons avoir à partir des déclarations n'est pas suffisamment honnête. Parce que la CGT a tendance à minimiser cette information, donc à ne pas déclarer la vérité à travers cette information. Alors, ça pose des problèmes. Si nous devons seulement travailler avec les déclarations, nous ne pouvons pas nous en sortir. C'est pourquoi on a besoin de l'outil moderne qui vienne à la ressource de l'administration pour résoudre cette problématique. Et parmi les outils qu'on a imaginés, il y a la facture normalisée. Donc c'est un grand outil qui va nous permettre d'abord de collecter davantage d'informations que nous n'avons pas parce que nous nous limitons au niveau des déclarations. Quand bien même nous sommes en train de faire des efforts aussi pour améliorer la qualité de l'information au niveau des déclarations. Parce que vous savez que depuis cette année, nous sommes en train d'améliorer les annexes à la déclaration, les annexes sectorielles qui vont nous permettre que dans la déclaration, on nous donne un peu plus de détails sur les chiffres d'affaires, soit par produit, soit par centre de vente.
Donc pour les alimentations, prenons telles que pour qui le marché ou autre alimentation, on va détailler, voilà, pour tel magasin, tel chiffre d'affaires. Si les 100 millions que nous avons déclarés, les magasins qui est à la Gombe autant, les magasins qui est à Libène autant, les magasins qui est à Matadi autant, ça permet un peu d'avoir une grande visibilité au lieu de nous donner seulement un montant global. Parce que souvent, on cadre les chiffres. On se dit d'habitude, on déclare 1 million, nous avons réalisé 10. On ne peut pas déclarer 10 millions parce que notre moyenne de déclaration, c'est 1 million. Et tout ça, parfois, c'est fait avec l'aide des professionnels que nous sommes. Ça passe, oui, on déclare. Donc la déclaration, en fait, est devenue symbolique. On déclare, ce n'est plus un impôt, c'est un peu de l'aumône qu'on vient donner à l'administration fiscale. C'est le terme qu'il faut. L'aumône. Donc on vient, on se débarrasse parce qu'il faut une obligation fiscale à remplir et on ne s'arrête pas là. Il y a même ceux qui privent l'administration de cette aumône. Parce qu'en tout moment, il y a des déclarations avec les crédits. Non pas qu'ils donnent l'aumône à l'administration, mais demandent à l'administration de nous donner l'aumône en créant un crédit sur l'administration. Donc vous voyez donc la TVA telle que se présente, donc toute personne vraiment devait se révolter. En tant que personne créée par Dieu, on devait se révolter parce que nous n'avons pas, on nous prive du moyen le plus important pour avoir l'argent et arranger le pays. Donc la facture normalisée est là pour nous aider à collecter les informations que nous n'avons pas, les traiter, non plus pour que les contribuables puissent profiter de la TVA, mais pour que l'État profite de la TVA. Donc voilà un peu ce que j'ai dit. Donc jusque-là, faute de la collecte des informations qui sont importantes avec les transactions de la TVA, et l'administration qui n'est pas suffisamment outillée pour surveiller, c'est la CGT qui profite de la TVA en lieu et place de l'administration. Et vous voyez même le boom immobilier à travers la ville, la TVA n'est pas loin. N'est pas loin. Ce sont des recettes. Si on fait vraiment l'analyse de ces recettes-là, on verra qu'une bonne partie de la TVA finance même ces recettes. Donc, je ne reviens pas sur le conseiller Liévin, on vous a brossé des avantages, mais je chuterai par là pour dire que c'est une réforme que nous devons soutenir. Nous devons tous la soutenir et surtout, c'est une réforme que l'expert comptable doit soutenir parce que l'expert comptable, en fait, il est comme l'interface avec l'entreprise. Si l'expert comptable ne joue pas franc jeu, c'est très difficile pour que la facture normalisée puisse réussir. Donc, on en appelle à vous, les experts comptables, de jouer franc jeu. Parce que jusque-là, ça n'a toujours pas été le cas. De jouer franc jeu pour que la facture normalisée puisse réussir et que l'État puisse se retrouver. C'est la grande recommandation qu'on peut donner ici, que vous devez collaborer, coopérer à la facture normalisée pour faciliter son application par l'administration fiscale, tout en étant l'intermédiaire, souvent attitré, qu'on veut que soit attitré entre l'administration fiscale et la CGT. D'ailleurs, vous l'êtes déjà. Vous l'êtes déjà. J'ai entendu au Sénégal qu'ils sont déjà dans la certification des déclarations. Si nous voyons que l'éthique monte en puissance au sein de la corporation, nous irons vers, disons que, cet exemple-là du Sénégal. Parce que nous avons déjà commencé, on va aussi aller vers toutes ces opérations de certification. Nous avons commencé la certification des états financiers. Mais nous voulons aller plus loin s'il s'avère concluante pour qu'on certifie aussi des déclarations, comme peut-être nous l'a dit l'expert comptable du Sénégal. Donc voilà un peu ce que je peux dire en complément de tout ce que
les collègues ont dit c'est la facture normalisée. Je vous remercie. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki. C'est dans la tradition de la profession. Lorsqu'une profession progresse en termes de maturité, elle doit être capable d'organiser de telles assises. Ces assises qui permettent de partager les savoirs, organiser des rencontres et stimuler l'intérêt du public pour la profession. C'est-à-dire que l'intérêt du public, on vise notamment les vocations nouvelles pour la profession et en même temps donner une meilleure perception de notre profession par les publics. La transparence au départ est très importante pour la gouvernance. C'est un élément inhérent à la gouvernance. Tous les scandales dont on parle découlent d'un manque de transparence. Et donc pour un pays comme le nôtre, la transparence financière devient un sujet très important. Et comme l'expert comptable contribue à cette transparence financière de par son travail, il est tout à fait important qu'on aborde un tel thème pour souligner le rôle que nous jouons par rapport à la transparence financière, mais aussi montrer quand même au public que la transparence financière ne peut être obtenue que par la participation de tout le monde. Donc il faut une interaction entre différentes parties prenantes. Nous sommes suffisamment ambitieux, nous sommes un grand pays, je crois que nous pouvons mobiliser les moyens nécessaires pour rattraper ces retards afin que la profession soit vraiment utile à la nation. Ils ne doivent pas être acquis, mais c'est une interpellation. Vous avez suivi les différents intervenants, insisté sur la responsabilité et notamment à l'auto-formation. Parce que les enjeux de la profession exigent que l'expert comptable soit ces messieurs-là qui continuent à cultiver son expertise et il doit être responsable de sa propre formation. Et en même temps, lorsque nous avons des assises comme celle-ci, nous revenons sur des questions importantes comme le valeur éthique. On peut être compétent sur le plan technique, mais quand on n'est pas capable de faire preuve, on n'est pas capable d'adopter les valeurs éthiques dans son comportement, à ce moment-là, on pourrait être la personne la plus compétente, mais on ne pourra pas aider la nation pour atteindre l'objectif de la transparence et même améliorer la gouvernance de façon générale. Congo, mboka ya makoko. Congo, mboka mwana pamba lobi, mboko lula yango. Congo, bana bazali koyekola Congo, bakobikisa yo. Depuis d'abord, nous sommes venus ici à la demande du DG pour qu'à la fois on intervienne au sein du Congrès et qu'on fasse la promotion de la DGI au stand où nous nous trouvons. Pour nous, c'était important parce qu'un des thèmes portait sur la facture normalisée. Et vous savez que la DGI compte beaucoup sur la facture normalisée pour maîtriser les rendements de la TVA. C'est comme ce qu'a toujours répété notre DG que les recettes qu'on fait pour la TVA ne satisfait pas les DG. Parce qu'elle a toujours dit que si nous avions des instruments appropriés, on pouvait peut-être doubler et voire tripler les recettes de la DG.
Alors, parmi ces instruments, la facture normalisée nous a été proposée par le gouvernement. Bon, c'était d'abord les caisses enregistreuses. Donc ce sont des propositions qui datent, qui malheureusement n'ont pas été mises en place depuis lors. Et on avait peut-être des reproches aussi du Parlement et pour ça. Mais maintenant nous voyons qu'il y a une certaine volonté du gouvernement d'aller à l'avant pour qu'il y ait l'effectivité de cette facture normalisée. Et à chaque fois qu'il y a un forum où il est question de cette matière, les DG prend soin de nous déléguer pour expliquer davantage ce que la facture normalisée et ce que nous attendons de cette facture normalisée. Alors il est prévu que normalement que ça puisse démarrer cette année, mais il y a un peu de retard avec tout ce qu'on a connu comme changement du gouvernement. Mais les autorités sont en train de travailler. Bientôt, nous aurons la phase pilote. Et peut-être, si tout va bien, à partir de l'année prochaine, nous pourrons déjà expérimenter ces dispositifs. Il y a tout un programme. Il y a tout un programme qui accompagne cette réforme. Il y a la communication, il y a la formation, il y a toute une feuille de route que nous sommes en train de suivre. Nous n'avons pas encore atteint peut-être certaines étapes, mais c'est prévu dans les plans de communication. Que le moment venu, l'administration va suffisamment communiquer par tous les moyens pour faire connaître aux assujettis d'abord la réforme, parce que les citoyens doivent être informés qu'il y a la facture normalisée, qu'ils pourront même surveiller, parce qu'il est prévu à terme un tombola pour les citoyens avec la facture normalisée, que chaque fois que vous achetez quelque chose, vous pouvez garder votre facture, que sais-je, votre numéro peut être retiré et pour vous devenir peut-être un millionnaire. Donc on va communiquer toutes ces choses aux citoyens, on va communiquer à nos agents, on va communiquer aux entreprises. Il y a un plan qui est prévu pour ça. Le moment venu, il sera mis en œuvre. Je crois que là, de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. C'est un programme qui est soutenu par le gouvernement et c'est le gouvernement qui va donner les moyens pour réaliser tous ces étapes. Nous sommes encore à nos débuts. Bon, nous n'avons pas encore fait l'évaluation, mais on peut dire que la réforme a démarré parce que à l'échéance d'avril, c'était les premières déclarations certifiées. Et au 30 juin, ils ont déposé les rapports. Nous allons évaluer la réforme. C'est vrai que c'est une première année. Peut-être qu'il y aura encore des ajustements à faire pour les années à venir. Et peut-être qu'au fur et à mesure que nous allons nous consolider dans la réforme, on va passer à d'autres étapes. Parce qu'ici, le Sénégal nous a parlé même de la certification fiscale des déclarations TVA qui est déjà en vigueur chez eux et qui rapporte beaucoup de recettes. Nous avons commencé par la certification comptable. Nous allons voir comment ça va marcher. Il y a des possibilités d'extension qui sont prévues parce qu'on a commencé par les grandes et moyennes. Il y aura des petites entreprises et puis après la certification comptable, peut-être nous passerons à la certification des déclarations. Mais tout ça, ça ne sont que des étapes qui vont s'enchaîner à condition que les étapes intermédiaires où nous sommes soient réussies. Tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali boya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo mboka mwana pamba lobi Kongo, 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 Kongo,
nde mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku, Kongo ya bwanya kasa ya mbila, Kongo ya makasi moto ya nkoi. Mais au-delà, notamment en créant des interdictions. Des interdictions qu'on appelle, pour faire bref, et je ne suis pas un prêcheur, les 7 péchés capitaux. Le réviseur ne peut pas s'abonner à certaines activités, comme faire un système IT de l'entreprise, faire du recrutement, faire de la représentation fiscale. Bref, il y a certains interdits auxquels sont soumis les commissaires. On comprend toujours la logique, l'indépendance du commissaire, en tout cas vis-à-vis de ses clients. Il peut exercer ce genre de fonction, évidemment, à l'égard de la personne dont il n'assure pas le contrôle et la certification du compte, mais dans la gestion du mandat qu'il reçoit d'une entreprise qui contrôle, il est interdit de faire certaines choses. La loi de 2002 interdit, ou plutôt crée aussi, ce qu'on appelle un système dualiste. Je vous passe le détail parce que ça traite plutôt de conseils d'administration. Mais de quoi ça s'applique, c'est de scinder les conseils un peu à la française et à l'allemande, avec un comité de direction et des administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction. Pourquoi j'en parle? C'est parce qu'elle est aussi intervenue dans la réforme du conseil d'administration, l'introduction du comité d'audit, l'introduction du comité de rémunération, l'introduction du comité de stratégie. On peut désormais créer dans l'organe, et vous avez ça également dans les comités internes au conseil d'administration. Il est très important de se rappeler que le comité d'audit, qui est obligatoire dans certaines sociétés, qu'elles soient cotées dans ce qu'on appelle en Belgique les entités d'intérêt public, le comité d'audit s'occupe du contrôle interne. Alors que le commissaire s'occupe du contrôle externe. Il certifie pour les tiers, tandis que le comité d'audit contrôle l'information financière interne, et ces deux se parlent naturellement. Quand il y a un comité d'audit dans une banque, le comité d'audit parle avec les commissaires des comptes. J'ai eu l'occasion avec M. Wolf, mon homonyme, sans lien de famille connu avec moi, de traiter ces questions dans un article de doctrine. C'est quelle relation doit exister entre le commissaire des comptes et les membres du comité d'audit. Merci pour la parole. Je remercie beaucoup l'ONEC pour avoir associé la DGI à ces congrès. Je remercie le professeur qui vient d'intervenir tout de suite là, parce qu'il a brossé en partie les difficultés auxquelles aujourd'hui sont astreintes les entreprises du portefeuille de l'État. Et je ne vais pas faire des bêtises, à mon niveau, je vais plus parler de l'expérience de la DGI vis-à-vis des informations financières qui lui sont transmises et émanant de ces entreprises de portefeuille. Mais je voudrais quand même préciser que les titres que je vais développer ici portent sur la qualité de l'information financière des entreprises du portefeuille de l'État.
Mais là, il y a lieu quand même de faire un distinguo, parce que avec ces titres-ci, on risque de mettre tout le monde dans la même manière. Et là, je voudrais quand même préciser qu'est-ce qu'on entend par une entreprise du portefeuille de l'État. En fait, d'une manière brève, une entreprise du portefeuille de l'État, c'est une entreprise dans laquelle l'État détient la totalité du capital social, où l'État a une participation. Donc, quand l'État a une participation, cette entreprise-là passe sous la tutelle du ministère du portefeuille. Mais là-dedans, nous avons maintenant ce que nous appelons une entreprise publique. Une entreprise publique, au terme de la loi portant transformation des entreprises publiques, établissements publics et services publics, une entreprise publique, c'est une entreprise dans laquelle l'État détient la totalité du capital social ou la majorité absolue de ce capital. Et là, vous avez les sociétés d'économie mixte et puis vous avez les entreprises où l'État est majoritaire ou bien il est associé unique. Alors, au niveau de la DGI, nous avons constaté effectivement des difficultés au niveau de ces entreprises-là qui ont fait que l'information financière qui est portée à la connaissance de l'administration fiscale n'a toujours pas été fiable. Et là, je vais encore chérir, comme le professeur vient de le dire, au niveau de la DGI, nous avons beaucoup plus de problèmes avec les entreprises où l'État est associé unique. Parce que, avec les entreprises d'économie mixte, il y a un contrôle mutuel, chacun contrôle ses intérêts, mais pour la catégorie que je viens de citer, c'est là où nous avons beaucoup de problèmes. Alors, ces problèmes sont caractérisés par quoi? Qu'est-ce qui fait que l'information financière transmise au niveau de l'administration fiscale n'est pas fiable? J'ai suivi tous les intervenants qui sont passés ici. Il y a toujours un problème qui se pose, où nous parlons toujours problème de gouvernance. Je vous dirais que dans certaines entreprises publiques, que je ne peux pas aussi citer pour ne pas les mettre mal à l'aise parce que ce sont nos partenaires, il y a des fois où les informations financières sont biaisées uniquement par la volonté des dirigeants. Et une fois que ces dirigeants-là sont changés, vous constatez que les informations financières sont améliorées. Donc, il y a aussi toujours ce problème-là de gouvernance. Vous avez des dirigeants qui confondent la caisse de l'entreprise avec les poches privées. Et quand nous sommes en face des gens comme cela, nous ne pouvons rien attendre comme une bonne information financière. Parce qu'à un certain moment, il faudrait boucher tous les trous où il y a eu des prélèvements indus. Il y a aussi le problème de la non-compétitivité. Les entreprises aujourd'hui publiques, particulièrement celles qui sont dans les domaines commerciaux, ont des difficultés et ne parviennent pas à asseoir leur compétitivité sur les marchés. Bien sûr, il y a des raisons internes. Vous avez peut-être les outils de production qui sont vieillissants pour qu'on soit fixé. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons constaté au niveau de la DGI? Et que par l'absence de cette compétitivité, il y a un problème de trésorerie.
et pour continuer à fonctionner, ces entreprises prennent les impôts qui devaient être reversés et injectent dans le fonctionnement de l'entreprise. Ce cas-là est très fréquent au niveau du constat à l'administration fiscale. Vous avez, je ne vais pas aller très loin, vous avez aussi des contraintes de fonctionnement de certaines entreprises, parce que nous avons approché plusieurs entreprises pour comprendre pourquoi il y a toujours des redressements. Parce que quand il y a un redressement, ça signifie que l'information financière n'est pas fiable. Mais vous avez des entreprises publiques qui ont des entités disséminées sur l'ensemble des territoires. Et quand l'information financière nous est présentée, et vous allez voir que c'est l'information de quelques entités seulement. Et c'est lors du contrôle que nous constatons qu'il y a des entités qui n'ont pas été reprises. Et quand on pose la question, on parle des problèmes de connexion Internet, distance, celui qui a en Ouagadougou, à Gounia, n'a pas su faire parvenir sa comptabilité. Alors, au niveau de l'administration fiscale, face à tout cela, qu'est-ce qui a été pris comme disposition? En ce qui concerne les entreprises publiques qui se comportent mal, je ne dirais pas que toutes se comportent mal, mais il y a quand même des entreprises publiques qui se comportent mal. Au niveau de la TVA, c'est parce que là, nous avons constaté beaucoup de problèmes. Je pense qu'hier, le directeur m'a dit qu'il y a certaines entreprises aujourd'hui qui s'enrichissent avec la TVA, notamment les entreprises publiques. Alors, en ce qui concerne la TVA, des dispositions ont été prises au niveau de la DGI, à ce que, comme aujourd'hui, les grands pourvoyeurs des fonds des entreprises publiques, commerciales, nous avons les sociétés minières. Alors, les dispositions ont été prises par la DGI, coulées dans la loi des finances, où il a été demandé aux entreprises minières de ne plus reverser la TVA aux entreprises publiques. Bien qu'elle soit facturée, cette TVA, elle est retenue et puis elle est reversée directement au Trésor. Donc, l'entreprise publique a l'obligation de venir faire valoir sa TVA. Voilà, ça c'est une disposition qui a été prise. Et l'autre disposition qui a été prise, c'est aujourd'hui avec les partenariats que nous avons avec l'ONU, c'est de ne plus accepter les états financiers qui ne sont pas certifiés. Et cette année ici, ça a été une année test où nous avions mis en œuvre cette obligation. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs ratés, dont les professeurs avaient décidé tout de suite là, mais c'est quand même une mesure qui est phare, qui permet à ce que même les entreprises publiques sont concernées fassent certifier leurs états financiers. Je vais chicher par là en disant qu'il y a l'obligation normalement au niveau de l'État à ce que ces entreprises publiques déposent leurs états financiers au CPCC, au Conseil supérieur des portefeuilles et à la Cour des comptes. Mais pour votre information, nous avions consulté les sites internet du Conseil supérieur des portefeuilles pour les états qui ont été déposés en 2022 pour l'exercice comptable de 2021 sur un échantillon de 20 entreprises publiques. Aucune de ces entreprises n'a déposé ses états financiers au Conseil supérieur, au CPCC. Et 8 seulement ont déposé au niveau du Conseil supérieur du portefeuille, mais la quasi-totalité a déposé, non, 8 seulement ont déposé à la Cour des comptes,
Mais la quasi-totalité a déposé au Conseil supérieur des portefeuilles, par peur seulement de la tutelle. J'ai dit et je vous remercie. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour nous, dans les comptes de notre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, vous présenter le premier congrès organisé par l'Ordre national des experts comptables ici en République démocratique du Congo du 11 au 12 juillet 2024 au centre financier de Kinshasa. Cet congrès a connu la participation, comme je vous l'ai montré, de la Direction générale des impôts, qui était représentée par le directeur Ngoma Mavou, qui a pris la parole au nom du DG Barnabé Mwakadi Mwamba, directeur des impôts empêchés. Il a passé au peigne fin, il a répondu à toutes les préoccupations liées à la mise en place de la facture normalisée avec tous les détails. Beaucoup de panélistes ont insisté sur ce point-là avec l'importance que la DG puisse le vulgariser pour le bien et pour la compréhension des contribuables. Entre-temps, restez fidèles dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, le seul rendez-vous des opérateurs économiques, avocats, magistrats, médecins, experts comptables. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouillée, bien traitée et adaptée à toutes les couches sociales. On se retrouve prochainement avec le deuxième numéro. Et entre-temps, portez-vous bien. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent.